Très bien. Alors on dit toujours merci d'être venus si nombreux, si nombreuses, mais là vraiment vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux, c'est impressionnant. Vraiment je suis ravi, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc donc on m'a dit il faut parler de la beauté. Alors qu'est-ce que la beauté? J'ai ajouté hier et aujourd'hui, quant à demain nous verrons, mais déjà je vais essayer de cheminer dans cette première approche. Alors écoutez. Comment ai-je procédé? Donc, pour cerner le sujet, plutôt que d'ouvrir un dictionnaire et de chercher une définition, disons canonique du terme de beauté, plutôt que de consulter la troisième critique d'Emmanuel Kant, la critique de la faculté de juger, ou l'esthétique de Hegel, sans m'interdire, le cas échéant peut-être d'en parler, je ne sais pas, je me suis dit, suivons la précieuse leçon de Charles Baudelaire, dans un de ses salons esthétiques, dans lequel il dit « Il ne faut jamais mépriser le présent ». Jamais mépriser le présent et le contexte spécifique dans lequel nous vivons, sous peine de sombrer dans une idée générale et abstraite, une idée vide du terme de beauté. Donc je n'ai pas méprisé mon présent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez peut-être trouvé ça un peu ridicule, mais comme j'avais mon ordinateur devant moi, eh bien j'ai lancé une recherche sur un moteur de recherche du terme de beauté. Donc j'ai rentré beauté sur un moteur de recherche assez connu. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y en a des pages, je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y en a des pages. Donc, ce que l'on trouve tout d'abord, eh bien, c'est ça, c'est très instructif, c'est assez symptomatique. La beauté, c'est le make-up, c'est le maquillage, c'est le monde du cosmétique, c'est la beauté du visage. Donc, voilà, la beauté française, les bars à beauté, j'ai appris qu'il y avait des bars à beauté. Voilà. Bon, tout un ensemble de questions qui renvoient, cela dit, à ce qu'on appelle l'esthétique, d'une certaine façon, l'esthésis, la prise en charge des sensations. Alors, comme j'étais, au moment où j'ai écrit cette conférence, j'étais aux États-Unis la semaine dernière, et vous savez, les moteurs de recherche géolocalisent vos recherches. Je suis tombé sur ceci aussi, sur Wikidictionary, donc beauty, donc ça veut dire une jeune belle femme. Bon, je ne vous cache pas que je commençais un petit peu à perdre espoir dans ma quête du Saint Graal, la recherche de la beauté. Et en même temps, comme j'ai fait un petit peu d'études de philosophie quand même, je me suis souvenu d'un texte de Platon, l'Hippias majeur, dans lequel Socrate pose à ce poète, donc Hippias, lui qui vient de remporter un concours de beauté, il lui dit, toi qui viens de remporter un concours de beauté, tu dois t'y connaître, enfin pas un concours de beauté, pardon, un concours de poésie, puisqu'il écrivait de beaux vers, un concours de beauté, et il dit, tu dois t'y connaître dans l'affaire, donc dis-moi ce que c'est que le beau. Et Hippias lui dit, par le chien Socrate, c'est très facile, le beau c'est une belle jeune fille. Donc finalement, on n'est pas si loin. Donc, comme notre moteur de recherche, Google, on ne peut pas le nommer, Hippias identifie spontanément la beauté à une belle apparence physique, féminine de surcroît. Et Socrate, ensuite, avec la ruse qui le caractérise, va soumettre à l'examen d'Hippias un ensemble d'autres cas de beauté possibles, et lui dit, mais le beau, c'est peut-être aussi une belle jument, une belle lyre, voire une belle marmite. Donc Socrate, évidemment, provoque Hippias, il le pousse dans ses retranchements, il suscite son agacement, sa colère, et à la fin, Hippias lui dit « Mais comment peut-on évoquer un sujet aussi trivial qu'une marmite dans un sujet aussi noble que la beauté ?» Donc ce que Socrate veut faire comprendre, si vous voulez, dans ce dialogue magnifique de Platon à Hippias, c'est que Hippias ne définit pas la beauté, le grand beau que les classiques et les Grecs classiques cherchaient, qui était à la fois bien et vrai, ce que les Grecs appelaient le kalos kagatos. Non, il ne définit pas la beauté, il donne des exemples particuliers de choses belles. Et donc, il lui fait comprendre qu'il est incapable de s'élever au plan, justement, de la définition, d'essayer d'en donner l'essence, à savoir qu'est-ce qui fait que les choses belles sont belles. Donc la liste que nous donne Socrate pourrait évidemment s'étirer, mais ce malentendu initial est assez instructif, et il perdure donc, on le voit avec notre moteur de recherche, en inscrivant la question de la beauté dans un contexte économique qui vient
au premier plan, qui est assez puissant, hein, et qui est assez normatif, voire qui impose des dictates du beau. Donc j'ai continué, je ne vais pas vous laisser éternellement sur cette image, j'ai continué et au bout d'une énième page, mais ça prend un certain temps, je suis tombé enfin sur une première référence à l'art, en l'occurrence un opéra québécois que je ne connaissais pas, sur la sauvegarde d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, qui relate notamment le moment où des responsables d'institutions ont mis à l'abri, en l'occurrence ici, la victoire de Samothrace qui se trouve au Louvre, voilà, au retirant du Louvre. Donc, on change de registre, hein, on est dans un registre évidemment beaucoup plus grave, mais je me suis dit que l'art intervienne si tard, hein, dans la question de la beauté, c'est peut-être assez instructif, ça dit quelque chose de notre temps, peut-être des, entre guillemets, maîtres sorciers des réseaux, hein, et vous savez sans doute qu'il existe aujourd'hui des logiciels, hein, des AI comme on dit, des intelligences artificielles, de plus en plus perfectionnées. Le dernier en open source s'appelle ChatGPT, vous en avez peut-être entendu parler, qui sont même capables d'écrire, semble-t-il, des textes, des articles, hein, on verra peut-être plus tard pour des livres, on ne sait pas encore, en fonction de données qui ont été imputées, en fonction d'algorithmes qui ont été mis en place. Alors, tout ça pour arriver tout d'abord à ce premier point, hein, j'appelais ça la beauté canonique, rêve ou cauchemar. Que devient donc le beau, la beauté dans ce contexte? Et peut-être on pourrait se dire, en première approche, que nos outils actuels accomplissent finalement, rendent possible des rêves très anciens. L'aspiration à définir le beau, à le connaître selon des critères préétablis et objectifs, hein, qui fait que le beau échapperait aux fluctuations de nos désirs, eh bien cette aspiration, finalement, elle est au fondement de plusieurs entreprises artistiques en quête de perfection, en quête d'idéal, hein, de pureté. Alors il y a plein d'exemples qui peuvent venir à l'esprit. Si on remonte un peu dans le temps, on peut penser évidemment à la sculpture de Polyclète, le Doryphore, hein, le porte-lance, Polyclète ayant écrit un traité qui s'appelle le Canon, dont il reste quasiment rien, quelques lignes, hein, dans lesquelles il s'emploie à définir une beauté idéale, canonique, définie par, par un canon, le visage ici étant l'unité de mesure de l'équilibre du corps. On peut aussi penser, évidemment, je ne vais pas multiplier les exemples, mais à l'homme de Vitruve, hein, de Léonard de Vinci, hein, un moment important au sein de l'âge classique, si vous voulez, puisqu'on a ici la saisie la fameuse règle d'or à travers le pentagone, hein, qui exprime le nombre d'or. Donc, à travers, je prends deux exemples un peu vite parce que j'ai plein de choses à vous raconter, à travers l'âge classique grec et renaissant, si j'en prends ces deux exemples un peu symptomatiques, hein, emblématiques tout au moins, on voit donc apparaître cette idée selon laquelle créer, c'est imiter la nature harmonieuse en s'appuyant sur des outils rationnels, ceux finalement qui nous sont fournis par le calcul mathématique ou la géométrie. Donc on pourrait se dire, au fond, ça n'est pas peut-être si différent. Évidemment, ça l'est beaucoup, mais dans un premier temps, on pourrait se dire que ça n'est peut-être pas si différent de nos aspirations actuelles, hein, à créer à partir de normes, d'algorithmes, hein, qui nous sont proposés. Hein. Soit écrire un texte en s'inspirant donc d'algorithmes, ou des images, il y a aussi des logiciels, vous savez peut-être, qui nous permettent de créer, d'une certaine façon, des images en entrant des mots, hein, dans ce logiciel, et on voit des images apparaître, hein, notamment un qui s'appelle Stable Diffusion. Évidemment, la comparaison a ses limites entre la théorie du canon grec et la quête renaissante d'harmonie et les normes algorithmiques actuelles. Il manque, pour le dire simplement, au moins à ces dernières, une vision humaine, humaniste, hein, et une intelligence singulière du monde. Mais, si on poursuit un petit peu cette comparaison, on pourrait se demander ce qu'il en est justement de l'idéal actuel de beauté, parfaite, pure, hein, qui ressort de ce moteur de recherche. Qu'est-ce que c'est que ce fantasme esthétique, hein, d'une beauté parfaite, d'une beauté lisse, sans défaut, qui effacerait
les scories, le passage du temps, et que nous promet notamment la chirurgie esthétique. Hein. Botox, épilation, etc. Vous voyez, je ne méprise rien de ce qui existe. Alors, il y a un modèle et qui est redoublé par le traitement numérique du visage et le traitement Photoshop des images. Il y a un modèle qui existe à Hollywood et aussi qu'on retrouve dans le monde de la mode, hein, qui est ce qu'on appelle le Marquard Mask, du nom de son inventeur, un certain Marquard. Ah oui, ça donne une chose comme ça, un peu terrifiante, avant et après, hein, et au milieu, vous avez ce masque, hein, qui est donc un masque qui est utilisé dans le cas de la chirurgie esthétique, hein, et donc, je ne vais pas comparer avec l'homme de Vitruve, ça n'est pas du tout la même chose, hein, mais vous voyez comment il y a une construction géométrique du visage ici, qui est opérée, et qui est assez incroyable, hein. Deux caractères ressortent de cette opération, donc vous voyez cette jeune femme d'un côté, et puis après ce passage par ce masque, hein, le visage est plus allongé, elle ressemble plus finalement à un visage qu'on peut voir dans des magazines. Hein. Donc il y a deux caractères qui ressortent de cette entreprise, finalement, la symétrie et l'harmonie. Hein. Alors, je me suis intéressé un tout petit peu à une artiste contemporaine, pas très connue, australienne, qui s'appelle Lucy McRae, M-C-R-A-E, qui a interrogé ce rêve d'une beauté, ou ce cauchemar, hein, d'une beauté parfaite, mathématiquement déterminée. Et donc, elle a travaillé sur un système d'intelligence artificielle créé par un laboratoire à Melbourne, et laboratoire qui a mis au point un système capable de faire deux choses: opérer une reconnaissance faciale, donc cette intelligence artificielle scanne le visage, analyse l'âge, le sexe, la couleur de la peau, la teinture des cheveux, etc. Et ensuite, elle a appliqué les données captées par cette intelligence artificielle à ce masque de Marquard pour mesurer finalement ce rêve d'une beauté parfaite. Donc, cette Lucy McRae, finalement, elle a créé une sorte de salon futuriste de beauté et elle a invité les spectateurs à se soumettre eux-mêmes à ce logiciel de reconnaissance faciale, parce que c'est de ça qu'on parle, et à voir ce que devenait notre visage dans ce moule, hein, dans ce moule d'intelligence artificielle connecté à ce masque de chirurgie esthétique. Et le but était que chacun d'entre nous, on soit en mesure, confronté concrètement à cet algorithme, de mesurer à quel point notre visage est finalement modifié, resculpté, nié, à vrai dire, hein, pour entrer à toute force dans un moule préétabli. Et ce faisant, cet artiste a bien sûr aussi interrogé les modèles sous-jacents à cet algorithme de chirurgie esthétique, en l'occurrence le modèle d'une beauté parfaite qui se cache derrière. C'est quoi l'inconscient dans cette machine, hein? Quelle est la vision finalement qui se trouve derrière tout ça? Eh bien, c'est assez évident. Ce qui ressort, c'est une vision extrêmement ethnocentrée, extrêmement genrée, celle d'un visage blanc et donc qui renvoie à un certain pouvoir aussi économique dominant dans le monde. Donc cette norme est créée, on la fait passer pour une réalité scientifique et on l'impose au reste du monde comme si elle était une vérité objective. Alors je crois que j'ai une petite formule. Voilà, bon, au fond c'est un peu ce que je vous ai dit ici, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder. Donc ça c'est le travail qu'elle a commencé à effectuer, dans lequel donc elle a demandé à des gens de se soumettre à cette reconnaissance faciale et à cette intelligence artificielle. Et elle ajoute donc, dans un magazine, quand on lui demande ce qu'elle pense de cette quête de beauté via un algorithme, de manière assez sage finalement, elle ajoute: ce qui nous rend humains, ce sont nos faiblesses, nos échecs, nos erreurs, les accidents que nous faisons. Si un algorithme propose de connaître le visage symétrique, parfait, idéal, et que nous continuons à alimenter l'intelligence artificielle avec ces algorithmes, qui ne s'appliquent qu'à un espace masculin blanc, alors nous nous dirigeons vers une société totalitaire qui nous dépouillera de tous les traits caractéristiques qui nous rendent humains. Bon, donc on va essayer de sortir, si vous voulez bien, de ce cauchemar. Je vais boire un petit peu d'eau. Je ne vais pas vous parler que d'intelligence artificielle, je vous rassure.
Bon, il y aurait des choses à dire, évidemment, sur la relation entre l'art et le numérique. Là, je force peut-être un peu le trait dans une direction, mais elle me semble caractéristique, surtout si on part d'un moteur de recherche. Alors, j'appelais ça la beauté en temps d'inquiétude. Donc, j'aimerais renverser presque la proposition de départ, et donc cette définition qui est faite constituée d'exemples, qui nous est imposée par ces moteurs de recherche et par toute cette industrie qu'on vient d'évoquer en charge d'une beauté, à savoir bien ce culte justement de perfection. Rêve ancien et en même temps cauchemar récent. Et on pourrait se demander, peut-être en rebondissant sur les sages mots de cette artiste australienne, et si la beauté était impensable sans une dose de laideur, voire de déformation? Et si c'était cela qui nous sauvait justement du cauchemar d'une beauté standardisée? Et si c'était le fait qu'elle soit justement imparfaite, inachevée? Le beau plaît à tous, dit-on. C'est vrai que ça reste un mystère. Hein. Ce qui est beau, ça plaît. Et donc ce qui plaît, ça attire. Et le laid nous déplaît. Mais c'est pas si simple. Le déplaisir, cette répulsion qu'exerce la laideur, par exemple, si on prend l'antinomie du beau, elle a quelque chose peut-être à nous apprendre. Quelque chose qui nous permet peut-être de rompre avec une certaine tyrannie d'images lisses, propres, ce qu'on pourrait appeler, en paraphrasant un roman célèbre de Stefan Zweig, non pas la pitié dangereuse, mais la pureté dangereuse. Alors, Platon le remarque, hein, donc nous sommes tous attirés spontanément par l'éclat lumineux du beau. Hein, le propre de la beauté chez Platon, c'est qu'elle se voit. Elle est vraiment du visible, le survisible même. Tandis que la laideur nous repousse. Mais elle ne fait pas que repousser, elle peut aussi nous attirer d'une manière étrange, troublante, qui peut se vérifier. Alors, c'est ce que Platon dit dans ce passage fameux de la République. J'ai quelques petites citations. Donc le livre 4, Léonitos, fils d'Aglaïon, revenant un jour du Pirée, longeait la partie extérieure du mur septentrional lorsqu'il aperçut des cadavres étendus près du bourreau. En même temps qu'un vif désir de les voir, il éprouva de la répugnance et se détourna. Pendant quelques instants, il lutta contre lui-même et se couvrit le visage. Mais à la fin, poussé par le désir, il ouvrit de grands yeux et courant vers les cadavres. « Voilà pour vous, mauvais génie, dit-il, emplissez-vous de ce beau spectacle. » Donc, voilà, Platon exerce finalement la tyrannie des sens sur notre esprit. Donc, c'est comme en voiture, finalement, il y a un accident, on ne peut pas voir, et puis quelque chose en nous fait qu'on détourne les yeux, et qu'on tourne les yeux peut-être pour regarder. Alors, quelqu'un d'autre, qu'un disciple de Platon, Aristote, note, lui, dans sa poétique, que ce qui déplaît dans la réalité, peut-être devient acceptable une fois que c'est une image. Des objets, dit-il, que nous ne verrions qu'avec peine, s'ils étaient réels, des bêtes hideuses, des cadavres, nous les voyons avec plaisir dans un tableau, lors même qu'ils sont rendus avec la plus grande vérité. Donc je retiens ce mot de plus grande vérité, parce que je vais peut-être le retrouver tout à l'heure. Donc, tout ça pour vous dire que, et vous le savez, je vous apprends rien, qu'il y a, s'il y a une histoire de la beauté, si on parle de beaux-arts, il y a aussi une histoire du laid en art, et de ses images et de ses représentations. Alors, c'est pas forcément l'antinomie du beau, mais on pourrait dire que c'est une histoire de la beauté inquiète, par la souffrance, la mort, le chaos, par ce que Goya appelait les désastres de la guerre. Alors, il y a plusieurs exemples, évidemment, qui viennent à l'esprit. J'en prendrai un assez célèbre, le fameux retable d'Issenheim de Grunewald, qui se trouve à Colmar, qui a été restauré il y a quelque temps, et donc dans lequel un des panneaux central, on voit ici le Christ. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails. Je n'ai pas la possibilité, je crois, de zoomer, puis je ne vais pas trop toucher à mon appareil, mais on voit que le corps du Christ et ses bras sont couverts de pustules, de sortes de bubons. En fait, il incarne un moment de maladie endémique à l'époque, une forme de peste qui gagnait les habitants, et le Christ, représenté par Grunewald, comme ça, comme
quasiment souffrant de ce symptôme de la maladie de cette époque. Donc il est terrifiant, il est malade ici, littéralement, mais cette maladie, cette terreur, évidemment, elle est destinée à susciter notre pitié, elle invite les malades à se convertir, pour dire les choses simplement. Et puis, dans les 2 panneaux du retable, vous en avez un magnifique, ça c'est pris par téléphone, c'est le moment de la résurrection, une représentation presque cosmique du Christ. Vous voyez, avec ce cercle, il est dans le ciel étoilé. C'est assez rare, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire. On pourrait penser presque à la nuit de Van Gogh, la nuit étoilée, d'une autre façon. Et donc, voilà, le moment de la résurrection pascale dans un des panneaux du retable, qui est l'envers lumineux, glorieux de ce Christ douloureux, mais qui renvoie à un contexte spécifique. Alors, moi j'aime bien, vous ne me connaissez pas, mais j'aime bien me promener parfois entre les périodes, vous l'avez peut-être déjà un peu compris, et puis entre les arts, et donc j'aime bien le cinéma, peut-être vous aussi, et il y a un film qui est ancien déjà, Elephant Man de David Lynch, que vous avez probablement vu, qui est assez beau, qui est assez poignant, qui représente une autre forme de maladie, une maladie rare, la déformation du corps ici et du visage, l'éléphantisme, je crois, ça s'appelle, je ne sais plus. Et ce film de Lynch, était assez poignant parce qu'il interroge nos capacités d'empathie et de compréhension face à ce qui nous répugne, justement. John Merrick, donc l'acteur qui est atteint ici de cette maladie, il est effectivement laid esthétiquement. On est à l'antithèse des belles images, entre guillemets, que je vous ai montrées au début et qui apparaissent dans notre moteur de recherche, mais il est beau par son âme, pour le dire, par la pureté de son âme, par son innocence. C'est très platonicien aussi. Platon était, paraît-il, laid, mais il était beau parce qu'il cherchait le bien et la vérité. Et ce sont les autres individus, les êtres normaux, ou voire beaux selon certains critères, qui dans le film apparaissent laids par leur manque d'empathie et leur égoïsme. Donc je prends ces 2 exemples qui sont évidemment éloignés dans le temps, mais qui m'intéressent peut-être parce qu'ils nous ramènent à ce qu'on appelle l'esthétique. Je vous ai parlé à 2-3 reprises d'esthétique, j'ai commencé par un peu les salons, disons, esthétiques, les salons de beauté, avec l'origine ancienne du terme, mais l'esthétique, vous savez, c'est aussi une discipline, on pourrait dire, qui s'est constituée historiquement au XVIIIe siècle, à travers quelques textes, mais notamment à travers Emmanuel Kant, dans cette critique de la faculté de juger. Et Kant, dans cet ouvrage, fait quelque chose d'assez puissant, finalement, c'est un geste assez fort, puisque il considère que notre appréciation des œuvres va être, il la démocratise, on pourrait dire. Le beau est un sentiment de plaisir, comme il dit, et de peine. Et donc notre appréciation des œuvres se libère, d'une certaine façon, de la tutelle d'un savoir, d'une érudition et d'appréciation morale. Et de critères de moralité. Donc, autrement dit, plus besoin d'être un érudit, ni de s'attacher à des critères de moralité pour parler du beau, pour évaluer la beauté. Mais, alors je sais que Jean-Marie Schaeffer est dans la salle, je ne sais pas s'il verrait les choses comme ça, mais on pourrait se demander si, alors je dirais pas adieu à l'esthétique, mais on pourrait se demander si l'esthétique ne trouve peut-être pas aussi une certaine limite, si cette séparation, autrement dit, entre le beau, le bien et le vrai, ancienne, ne trouve pas à un moment donné sa limite. Est-ce que le fait d'évacuer la question du vrai et du bien de la sphère du beau ne peut pas être problématique? Alors, c'est un peu technique, j'entre pas dans le détail, mais chez Kant, c'est un peu plus compliqué, puisque pour lui, le beau est symbole de la moralité en même temps. Mais voilà, il y aurait peut-être ici une question, une alternative à trancher. On pourrait se dire, on a un art soumis à des canons éthiques, philosophiques, donc classiques. Peut-être à obéir trop à ces canons, on perd une liberté de regard qui est précieuse et que les modernes ont apportée. Et inversement, ces modernes, donc le moment esthétique, le XVIIIe siècle, le risque serait peut-être de réduire l'appréciation des œuvres à un jugement de plaisir et de sombrer dans une forme d'esthétisation gratuite des formes, en évacuant la question du vrai et la question du bien.
Alors peut-être qu'il y a une voie du milieu, hein, la fameuse voie du milieu qui serait la voie de la sagesse, je ne sais pas, entre un retour à des règles imposées et puis un art purement formel ou livré à notre plaisir, même si celui-ci veut discuter. Alors, si je parlais du laid ici, c'est pas par obsession, je suis pas obsédé par la laideur du tout, surtout quand je suis censé parler du beau, donc je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est peut-être parce que des artistes, des philosophes, des écrivains ont perçu, je trouve ça très intéressant, dans la laideur, l'expression justement d'une beauté morale dissimulée derrière les belles apparences. Et peut-être la voie vers une vérité assez profonde. Et il y a quelqu'un, à cet égard, qui est très intéressant, c'est Auguste Rodin. Si on prend cette extraordinaire Porte des Enfers, qui est un peu tout le vocabulaire, tout le lexique plastique de Rodin, on pourrait faire des plans sur chacun des personnages, Hugolin, les ombres, etc., qu'on retrouve dans toute son œuvre. Donc Rodin, qui a un souci majeur, qui est de sonder le tourment des âmes et des corps, eh bien, Rodin a aussi écrit des choses. Alors là, j'ai une longue citation, mais je vais vous la lire. Je trouve qu'elle est assez remarquable. Il a aussi interrogé cette question-là dans des entretiens avec Paul Gelsel en 1911. Et en disant la chose suivante. « Et ce qui est considéré comme laid dans la nature présente souvent plus de caractère que ce qui est qualifié beau. Parce que dans la crispation d'une physionomie massive, dans le ravinement d'un masque vicieux, dans toute déformation, dans toute flétrissure, la vérité intérieure éclate plus aisément que sur ses traits réguliers et sains. Et comme c'est uniquement la puissance du caractère qui fait la beauté de l'art, il arrive souvent que plus un être est laid dans la nature, plus il est beau dans l'art. Il n'y a de laid dans l'art que ce qui est sans caractère. » La suite, je trouve assez passionnante, vous allez voir. C'est-à-dire ce qui n'offre aucune vérité, c'est pour ça que je soulignais tout à l'heure le terme de vérité, ce qui n'offre aucune vérité extérieure ni intérieure. Elle est dans l'art ce qui est faux, ce qui est artificiel, ce qui cherche à être joli ou beau, au lieu d'être expressif, ce qui est mièvre et précieux, ce qui sourit sans motif, ce qui se manière, c'est une expression, sans raison, ce qui se cambre et se carre sans cause, tout ce qui est sans âme et sans vérité. Tout ce qui n'est que parade de beauté ou de grâce, tout ce qui ment. Et il ajoute, quand un artiste, dans l'intention d'embellir la nature, ajoute du vert au printemps, du rose à l'aurore, du pourpre à de jeunes lèvres, il crée de la laideur parce qu'il ment. Alors, on pourrait presque résumer ce que dit ici Rodin de la façon suivante. Il y a une beauté du laid quand il y a une vérité, et une laideur du beau quand celui-ci n'est que mensonge et joliesse. Le joli n'est pas le beau, justement. Le joli est quelque chose de mensonger. Il ne dit pas, justement, une vérité. Et donc, cette beauté des apparences qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être qu'au fond, selon Rodin, elle serait justement laide parce que mensongère ou parce que superficielle. Donc Rodin, je trouve, dans son œuvre et dans ce passage, qui est assez remarquable, ferait une voie tout à fait intéressante qui va être suivie par un certain nombre d'artistes qui considèrent qu'au regard de l'histoire, au regard des tourments de l'histoire, le souci esthétique, la recherche des belles apparences, a quelque chose de peut-être un peu obscène, d'un peu, limite. Montrer les tourments et leur paradoxale beauté, est-ce que ça ne devient pas la tâche de vérité des artistes ? Ne faudrait-il pas donc repenser les liens entre le beau, le vrai et le bien, non pas depuis un ciel des idées, qui peut-être n'existe pas, mais depuis notre humaine condition, notre condition historique. Alors, il y a plein d'exemples qui pourraient venir à l'esprit, mais on pourrait penser à ces 3 études pour des figures, au pied de la crucifixion de Francis Bacon, on est en 44, donc dans un contexte de guerre. J'évoquais tout à l'heure Grunewald, son retable, et vous voyez ici, c'est assez effrayant et en même temps assez puissant chez Francis Bacon, des représentations qui sont à la limite de la défiguration, et on a un corps souffrant, on n'a même plus un individu.
C'est dit quelque chose de la désindividualisation de la guerre et voilà, des êtres qui sont réduits à des organes un peu effrayants et effrayés. Alors, d'une autre façon, évidemment, il faudrait évoquer longuement l'œuvre extraordinaire de Zoran Müziš. Nous ne sommes pas les derniers, qui, après avoir passé un certain temps à Dachau, Müziš, 25-30 ans après, je ne sais plus exactement, a entrepris une série dans laquelle il a fait revenir tout ce qu'il avait vu pour en dire, l'urgence finalement. Peut-être une forme de beauté aussi, mais voilà, une beauté inquiétée par ces événements qu'il a douloureusement vécus. Alors, je sais que l'intitulé de mon conférence, c'était « Qu'est-ce que la beauté ?» non pas « Qu'est-ce que la laideur ?» Donc vous trouvez peut-être que j'exagère. Mais ça n'est que pour interroger autrement la beauté. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais je pourrais aussi me demander, je me fais une objection à moi-même, parce que je ne prétends pas du tout détenir quelque vérité que ce soit. On pourrait se demander si on n'a pas quitté les rivages du beau depuis déjà quelque temps. Cette beauté inquiète que j'évoque, cette beauté tourmentée, est-ce qu'elle ne porte pas un autre nom ? Alors, je ne vais pas faire d'interrogation surprise, mais on pourrait se dire que oui, effectivement, justement, à partir du XVIIIe siècle, on ne va plus parler du beau, mais du sublime. Et donc, on ne va plus dire que les œuvres nous plaisent, qu'elles provoquent un plaisir harmonieux, mais qu'elles provoquent une émotion qui est teintée, effectivement, ici, d'inquiétude. Alors, le philosophe anglais Edmund Burke évoque le délice pris à l'horreur, le delight of horror, et Emmanuel Kant parle du plaisir négatif du sublime. Je prends plutôt une formule chez Burke parce que chez Kant, finalement, la nature n'est pas belle, c'est vraiment dans l'esprit humain que se trouve le beau, alors que chez Edmund Burke, il y a des phénomènes qui sont sublimes. Voici ce qu'il dit, par exemple, dans son texte, XVIIIe siècle, tout ce qui est terrible pour la vue est également sublime. La terreur est en effet, dans tous les cas possibles, d'une façon plus ou moins manifeste ou implicite, le principe essentiel du sublime. Alors je ne fais qu'effleurer cette question du sublime parce que ça serait un autre ensemble de conférences. Qu'est-ce que le sublime ? Et puis si je faisais cette conférence, je vous parlerais de la beauté, donc on s'en sortirait pas. J'ai un peu un esprit mal tourné. Donc voilà, la différence entre le beau, le sublime est complexe, mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que parmi les exemples sollicités par les philosophes qui se sont intéressés à ce qu'on appelle donc le sublime, qui est une question ancienne évidemment, mais qui au XVIIIe siècle devient un nouveau sentiment esthétique, si vous voulez, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure. Parmi les exemples qui sont très souvent sollicités reviennent la nature déchaînée, la nature tourmentée, qui nous place face peut-être à un abîme. Alors, je vous montre deux images différentes. Ce peintre romantique que j'aime beaucoup, ce grand artiste génial, Caspar David Friedrich, dont vous connaissez sûrement au moins, vous connaissez sûrement, tout le monde connaît cette œuvre que je n'ai pas apportée, Le voyageur devant la mer de nuages, qui est devenue une sorte d'icône de la peinture romantique. Mais Friedrich ici peint, d'ailleurs, il y a un historien d'art. Est-ce que j'ai un peu de temps ? C'est bon ? J'ai quoi, un quart d'heure ? 10 minutes, ok. Bon, je ne vais pas trop faire de digression, mais voilà. Donc il y a un historien d'art allemand qui s'appelle Werner Hoffmann qui a dit, au fond, ici on a une sorte de triple autoportrait du peintre, puisque Friedrich s'est peint effectivement ici lui-même, de dos, alors, contemplant l'horizon. Sa femme Caroline Böhmer se trouve sur la partie gauche, donc c'est leur voyage de noces. Il l'emmène sur une île dans la Baltique, assez austère, l'île de Rügen. Il y a des falaises de craie abruptes. Et puis au milieu se trouve le beau-père, qui a perdu quelque chose. Le chapeau est tombé, il cherche un truc, alors je ne sais pas ce qu'il a perdu, ses clés, sa montre, enfin. Et Werner Hoffmann nous dit finalement c'est un triple autoportrait du peintre. Friedrich est à la fois celui qui voit loin, qui prend la mesure de l'horizon, c'est à la fois celui qui voit les choses de très près, et c'est vrai qu'il y a une attention de détail, et puis, alors là il faudrait faire un zoom sur l'image, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à des abîmes intérieurs. Parce que cette jeune femme, elle montre un point et elle a les yeux fermés. Donc elle ferme les yeux pour voir quelque chose. C'est une sorte de vision intérieure. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Eh bien, elle montre un gouffre,
justement. Donc ce tableau nous promet d'une certaine façon un horizon, mais comme vous voyez, il n'y a pas le point de fuite classique, il est plutôt vertical. Et donc le tableau, d'une certaine façon, il tombe vers le bas de la toile, et tout nous aspire vers ce point. Donc on pourrait dire, dans cette esthétique du sublime, cette autre manière de penser l'art, à travers cette représentation. Alors une autre, beaucoup plus tourmentée, de John Martin, l'Apocalypse, The Great Day of His Wrath, le grand jour de sa colère. Là, vous voyez aussi, tout tombe vers un abîme. Là, tous les personnages, la nature, tout est emporté vers un abîme, vers une disparition. Alors, bon, vous avez vu, j'ai un petit peu un pied dans l'époque actuelle. J'ai commencé avec le moteur Google, donc je vais vous parler quand même un petit peu de notre temps. Pour finir, la beauté à l'époque de l'Anthropocène, donc de cette fameuse question qui pour le coup est notre actualité. Je voudrais revenir à cette question-là, à l'urgence climatique. J'ai une petite citation poétique fameuse de Hölderlin. Pourquoi des poètes en temps de détresse? Et on pourrait se demander pourquoi des artistes aujourd'hui en temps de détresse? Pourquoi de l'art dans des temps troubles et dangereux? Que deviennent l'art et la beauté face à ces questions? Et au fond, que peut l'art d'ailleurs? Est-ce que l'art peut quelque chose face à ces changements climatiques? Rien, sans doute, pas grand-chose, ou alors il peut changer notre regard, nos représentations, ce qui n'est pas rien. Mais quelle alternative nous est proposée? Est-ce qu'il faut, face à ce contexte actuel, célébrer la belle nature, revenir à justement une nature peut-être idéale, une nature pure, qui serait à l'abri des souillages de la civilisation, ou est-ce qu'au contraire il faut montrer la laideur, en quelque sorte, que produit notre époque, ces ravages, la pollution. Alors, la quête de pureté, je disais tout à l'heure, est peut-être parfois un peu ambivalente, et il y a un livre remarquable, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, mais si vous m'accordez 5 minutes de plus, soyez gentil, que je vous conseille, de Guillaume Blanc, qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». C'est un livre très, très remarquable dans lequel son auteur, qui a enquêté, notamment en Éthiopie, nous montre que contrairement à ce qu'on pense, les parcs sauvages en Afrique ne sont pas vierges et sauvages. Ils ont été rendus sauvages. Ces fameux parcs sauvages qui seraient des réserves naturelles pures, en fait, résultent de constructions culturelle, et même d'une dépopulation des habitants qui se tenaient sur ces lieux, qui y vivaient, et ces espaces ont été institués en zone de non-droit à l'aide d'un système colonial assez puissant qui a rendu cela possible. Donc, cette recherche, on peut dire, voilà, tout est fichu, allons nous restaurer dans des grands espaces vierges. Là, il nous apprend que ces espaces vierges ne l'étaient pas, en fait. Il y a une violence politique, économique derrière tout ça, qui a nourri un fantasme d'une nature originelle. Et il rappelle d'ailleurs assez bien, vous avez vu le Roi Lion, vous remarquez que dans le Roi Lion, il y a tout sauf des Africains. Ou il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment tout au fond, on les voit à peine. Il y a surtout des animaux anthropomorphisés. Donc c'est quand même assez troublant. Donc, plutôt que de mythifier une nature perdue avec toutes les questions que ça pourrait poser, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas soit montrer les dégâts, soit être moins pessimiste et se dire, ce qui est une tendance, si vous voulez, aussi de l'art actuel, que l'art finalement a pour but de réparer, de soigner, de protéger ce qui peut l'être. Alors, j'ai aucune réponse aux questions que je vous livre là dans le plus grand tourment, mais je voulais qu'on médite un peu peut-être là-dessus pour s'acheminer vers la fin déjà. On peut faire de belles photos de paysages, comme Yann Arthus Bertrand, au risque peut-être d'idéaliser un peu le contexte actuel. Certains vont faire de belles photos de paysages dévastés. Il y a, c'est vrai, parfois une fascination esthétique un peu morbide pour les ruines,
Certains, enfin, et ça sera ma note d'espoir, car contrairement à ce que vous pensez, je ne m'intéresse pas qu'à la laideur et au tourment, certains, enfin, proposent des gestes de réconciliation, ce qu'on appelle en anglais le care. Alors, je ne crois pas que ce soit son propos, mais peut-être un des premiers à s'être intéressé à ce qu'on pourrait appeler un art écologique, c'est Joseph Beuys, qui, lors de la Documenta de Cassel, en 1982, plante ici un premier chêne avec des écologistes, et donc ces chênes sont en place, et c'est une immense culture finalement vivante, en devenir, qui l'accompagne d'ailleurs de bornes de basalte, comme si l'arbre devenait un monument. Donc voilà, il y a tout un contexte qui est le nôtre, et tout un art qui émerge, qui renvoie donc à un courant né de la crise du capitalisme. Il y a des problèmes environnementaux, et donc ce sont ces propositions d'intervention, parfois discrètes, sur l'environnement, qui consistent à replanter des espèces disparues, par exemple, ou décontaminer un site à l'aide de plantes qui ont cette vertu de décontamination. Alors, il y a un artiste américain, Mel Chin, qui a proposé cela, par exemple, Revival Field, ici dans un espace qui est composé de plantes qui purifient le lieu dans lequel il se trouve. Alors, je voudrais terminer avec deux exemples, et que je vous livre comme ça, et peut-être ça pourrait être un point de discussion, où vous aurez envie de parler d'autre chose. Deux propositions qui pourraient sembler ambivalentes, qui seraient à mi-chemin d'une esthétisation, disons, du désastre, et peut-être, ou plutôt, d'une conscience écologique. Donc des propositions ouvertes qu'on pourrait lire soit comme des atteintes à la nature ou comme des prises de conscience. Alors, je pense à cet artiste américain que j'aime beaucoup, Robert Smithson. C'est un exemple parmi d'autres, mais Robert Smithson, je ne sais pas si vous voyez, c'est un artiste qui est un des cofondateurs de ce qu'on a appelé le land art. Vous voyez ce courant qui émerge aux États-Unis dans les années 60-70, et qui va consister notamment à tenter de quitter le monde de l'art, la côte Est, pour aller sur la côte Ouest, pour faire de l'art là où il n'y en a pas, dans des espaces désertés ou dans des déserts. Et là, Smithson se rend à Rome, et son œuvre consiste en quoi? À déverser du goudron, de l'asphalte, sur un morceau de colline dans un terrain vague de Rome. Asphalt run down. Alors les historiens d'art vous disent oui, mais c'est un peu du Pollock, c'est une sorte de déversement de couleurs, c'est du noir sur un fond blanc. Et puis les écologistes vont dire mais c'est scandaleux, enfin on repollue un site. Bon, alors c'est ouvert. J'ai une petite idée derrière la tête parce que je connais un peu l'artiste, mais voilà, on pourrait envisager ces deux aspects. Et puis vous connaissez peut-être cet artiste, Olafur Eliasson, qui a proposé dans plusieurs villes, enfin ici c'était à Paris, au moment de la COP 21, il l'a fait également à Londres, donc des morceaux d'iceberg qu'il a rapportés, qui flottaient près du Grand Nord et qu'il a donc, à l'aide d'un bateau, soulevé, mis dans un container pour les refroidir, et ensuite, au moment de cette COP 21 à Paris, il a exposé ces morceaux d'iceberg qui ont évidemment progressivement fondu. Au début, ils étaient très gros, et il les avait disposés en forme de cadran, comme une montre pour dire une urgence. Alors, est-ce qu'on est là aussi, on va se dire, franchement, la banquise va assez mal. Est-ce qu'en plus, on va déplacer des morceaux d'iceberg avec tout ce que ça suppose, de transport, donc de coûts, et donc c'est honteux. Et est-ce qu'au contraire, c'est une manière d'attirer notre attention sur une urgence, et là, il n'y a que cette photo, mais il y en a plein d'autres qui sont assez touchantes, où on voit des enfants, où on voit des gens qui passent là et qui étreignent, qui font un hug, comme on dit en anglais, qui étreignent l'iceberg comme pour essayer de retenir ce qui va disparaître et ce qui est en train de fondre. Donc quelque chose d'assez assez beau en même temps, et voilà, d'assez questionnant. Et c'était sur ce dernier exemple, midi 2, ça va, j'ai tenu la montre à peu près, que je voulais terminer. Je pourrais rajouter plein de choses, mais je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps justement de discuter. Donc vous voyez, je ne vous ai pas donné une définition de la beauté,
je suis parti d'images qui prétendent être belles, et j'ai essayé de retourner progressivement la proposition avec Rodin, qui m'a un peu servi ici, en se disant que finalement, là, ce qui se prétend beau peut être finalement laid quand c'est mensonger, et inversement, ce qui peut être tourmenté ou sublime possède une forme de beauté beaucoup plus profonde parce qu'elle est l'expression d'une vérité intérieure ou extérieure. Je vous remercie de votre attention. Merci.